Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour cette dernière conférence de la journée où on va aborder un thème très intéressant. Faut-il investir dans l'immobilier en 2026? Et pour commencer, j'ai une petite question pour toutes les personnes dans la salle. Qui, directement ou indirectement, a déjà investi dans l'immobilier ici? Si vous pouvez juste lever la main. Je vois qu'il y a quand même pas mal de mains qui se lèvent. Et ça ne m'étonne pas parce que juste depuis que je viens de commencer à faire ce discours, il y a déjà une opération immobilière, une transaction immobilière qui a été faite en France. Parce que chaque minute, une transaction immobilière réalisée en France. La pierre, l'immobilier, c'est la valeur refuge par excellence. C'est ce qu'on nous a toujours dit. C'est mis en avant comme l'actif tangible qu'on peut toucher, qu'on peut transmettre pour développer un patrimoine. Pourtant, sur les dernières années, le doute peut s'installer quand on parle d'immobilier. On a vu des taux d'intérêt qui ont commencé à grimper, rendant l'accès au crédit plus compliqué, l'accès à la rentabilité plus compliqué. On a vu des crises sur des marchés comme les SCPI, notamment en 2022, et on a vu une fiscalité très mouvante qui rend le contexte un peu incertain. Tout ça peut nous amener à nous poser la question, faut-il encore investir dans l'immobilier en 2026? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Pour cela, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'un trio d'experts aux expériences très complémentaires, donc notamment Simon d'Aragon, fiscalité, docteur en fiscalité et auteur de l'ouvrage Fiscalité immobilière. Philippe Servézy, donc de Quorum Immobilier, leader en France et en Europe sur la SCPI, sur l'investissement immobilier. Et Thomas Péné, CEO de Tantième, une plateforme qui démocratise et rend accessible l'immobilier aux particuliers. Donc pour entrer dans le vif du sujet, la première question qu'on va se poser ensemble, c'est avec tout le contexte que je viens d'énoncer juste avant, l'immobilier est-il encore une valeur sûre, une valeur refuge pour les prochaines années? Par exemple, Philippe, je sais que vous avez une vraie vision d'ensemble sur tout le marché immobilier. Avec Quorum, vous gérez un véritable gros parc immobilier, donc vous avez une vision plus des tendances. Comment vous le ressentez, vous, de votre côté? Mais je ne pense pas que l'immobilier soit une valeur refuge. Alors c'est quelque chose qui nous a été transmis, je pense, par nos parents, par nos grands-parents. On a souvent entendu cette phrase qui dit avec la pierre, c'est solide, on ne perdra pas d'argent. Et malheureusement, le contexte récent, et puis même l'historique des crises qu'on a eues, 2008 et même bien avant, 91, on peut remonter très loin, nous montre que l'immobilier est juste une valeur tangible, on peut la toucher. Mais en fait, l'immobilier, comme tous les produits dans lesquels on peut investir, ça reste quand même un produit de taux. Et on a vu récemment, avec les taux d'intérêt qui sont fortement remontés depuis 2022, que les prix de l'immobilier bougeaient. Alors on a parfois un prisme parisien, on regarde les appartements parisiens, ça bouge pas trop, c'est un peu plus stable, mais finalement c'est pas représentatif parce qu'on est dans un marché d'ultra luxe aujourd'hui dans le marché parisien. Mais si on regarde l'immobilier commercial ou même l'immobilier résidentiel en région, les prix bougent beaucoup plus. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça génère de l'opportunité. Et finalement, ce que l'immobilier nous montre aujourd'hui, c'est qu'une des choses les plus importantes quand on investit, c'est le timing. C'est vrai pour les actions, c'est vrai pour les obligations, et c'est vrai pour l'immobilier. On peut acheter le même immeuble au même endroit avec le même locataire, si on le fait en 2010, au moment où on sort de la crise des subprimes, et si on le fait en 2019, au moment où il y a de l'argent partout et où les taux sont extrêmement faibles, on ne fera pas du tout la même affaire. Certains paieront même le double. On pourra acheter le même immeuble, 100 millions en 2010, 200 millions en 2019. Donc ce que nous montre le contexte actuel, c'est que dans l'immobilier, il faut être prudent, il faut être opportuniste, et si on arrive à l'être, en général, on peut créer de la valeur. On verra après si on peut le comparer à toute classe d'actifs. Au final, l'immobilier, c'est très intéressant ce sujet également. Thomas, je sais que également vous êtes un peu partout, notamment en France, sur chasser les bonnes opérations et donc que tu as aussi une grosse expérience de ce secteur. Comment vous le ressentez de votre côté? Tu l'as dit, effectivement, l'immobilier, c'est très très compliqué, c'est très vaste. On a à la fois de l'immobilier résidentiel, on pense souvent à ça en priorité, mais il y a de l'immobilier commercial, il y a de l'immobilier de bureau, il y a des zones géographiques qui sont très différentes, que vous soyez dans un centre-ville ou dans la campagne. Donc c'est toujours difficile de répondre à une question, est-ce que l'immobilier est une valeur sûre, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelques années, les 10 dernières années ont été fantastiques. C'est-à-dire que vous pouviez investir à peu près n'importe où en France, vous aviez un banquier qui vous prêtait 1% et vous aviez la quasi-assurance que vous alliez pouvoir dégager une plus-value. Là aujourd'hui, ce qui se passe sur le marché, c'est qu'il faut être beaucoup plus sélectif, beaucoup plus prudent, comme tu le disais. Et on est dans un moment de marché où finalement on revient à une certaine normalité.
À nouveau, ce qui s'est passé ces dernières années est une anomalie de marché. On revient aujourd'hui à des prix qui ont un petit peu baissé. On a baissé d'à peu près 3 à 10% selon les zones, quand on parle de résidentiel. On a des taux qui sont remontés et qui se stabilisent aujourd'hui à peu près à 3,5, ce qui était le cas avant 2015. Et on le voit, en fait, on va repartir, à mon sens, sur quelque chose de plus sain, quelque chose de beaucoup plus sain que ce qu'on a connu ces dernières années. Avant d'être chez Tantième, j'étais dirigeant chez Cogedim, qui est un des gros promoteurs français. Donc on a une certaine expérience des crises que tu as évoquées, que ce soit 95 ou 2008. Et on a toujours vu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un rebond après la crise. Et ce rebond, dans les 5 années, on a un rebond de 15 à 20%. Donc, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est dans cette période où le rebond va s'amorcer. Évidemment, j'ai tout intérêt à le dire parce que je suis moi-même dans ce secteur immobilier, mais que ce soit à titre personnel ou avec Tantième, on est convaincu que le plus dur est passé aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que le marché a fortement évolué, et comme on le disait en introduction, il a aussi fortement évolué sur l'aspect fiscalité. Sur l'aspect fiscal, on sait que maintenant c'est de plus en plus instable. On a vu beaucoup de personnes se baser sur le statut LMNP, loueur meublé non professionnel, qui ont été pris un peu au dépourvu avec notamment la réforme sur les amortissements l'année dernière. Simon, toi qui es un expert du sujet et au plus proche de ces sujets, des décisions sur les réformes fiscales, est-ce que tu penses que la fiscalité peut être un frein à un bon investissement immobilier et à l'investissement immobilier en général à l'avenir? Alors, comme tu l'as très justement dit, Thomas, la difficulté qu'on a en matière fiscale, c'est qu'on vous a changé les règles du jeu au milieu du jeu. Et c'est ça qui a été difficile, notamment l'année dernière avec le LMNP, avec la logique d'amortissement. À partir du moment où on maîtrise les règles pour l'avenir, c'est vrai que la fiscalité, ça reste des mathématiques. En partie, c'est du droit, mais c'est aussi des mathématiques. Et donc, du coup, logiquement, on est capable d'anticiper la rentabilité d'un bien, la fiscalité applicable. Et donc, il n'y a pas de raison de se freiner dans ces investissements à cause de la fiscalité, à condition de faire les bons calculs. Ce qui est dur, c'est quand on change les règles du jeu. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important, c'est que je pense que vous suivez tous l'actualité. Vous suivez les évolutions actuelles. Vous entendez parler de la loi de finances. Vous entendez vos représentants, et c'est important que je le dise, vos représentants s'exprimer à l'Assemblée nationale et au Sénat. On est responsable de cette situation. C'est nous qui choisissons nos représentants. Donc on a une part de responsabilité là-dedans, je suis désolé de vous le dire. Donc là, si je devais faire une recommandation qui est même pas tournée sur la fiscalité en elle-même, c'est à nous aussi de prendre en main la suite de l'histoire, de choisir nos représentants en fonction de ce qui nous semble cohérent par rapport à la fiscalité. On a une situation économique qui est très difficile aujourd'hui, mais on en est en partie responsable, et je pense que c'est important collectivement qu'on se dise ok, on est aussi responsable de ce qui s'est passé, maintenant il faut prendre des bonnes décisions pour l'avenir. Je ne suis pas là pour faire de politique évidemment, en tout cas juste pour aller sur la question de Thomas plus précisément, on a des réformes en cours, pas d'inquiétude, c'est important que je vous le dise aussi, tout ce que vous voyez là dans l'actualité fiscale, tous les amendements, vous entendez amendements adoptés, etc. Pour l'instant, on n'est pas dans le cadre d'une adoption définitive. Ça aussi, c'est important de faire un peu de pédagogie là-dessus. Tout ce que vous voyez pour l'instant a été adopté à l'Assemblée nationale, ça doit encore passer au Sénat. Et même souvent, quand vous voyez de l'actualité, c'est adopté en commission des finances. Et la commission des finances donne juste le droit d'examiner le projet devant l'Assemblée dans son entièreté. Donc souvent, toute la communication que vous voyez autour de ces mesures soi-disant qui arrivent, en fait, c'est vraiment que de la politique et de la communication. Donc il faut être très vigilant sur tout ce qui se passe en ce moment. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, depuis des semaines, n'est pas du tout adopté. Les Français qui vivent à l'étranger ne vont pas être taxés sur leurs revenus juste parce qu'ils sont français. Ça, c'est pas adopté. L'augmentation de la CSG et de la CRDS, ça a été adopté uniquement à l'Assemblée. C'est pas du tout adopté définitivement. C'est important de le dire parce que souvent, c'est des effets de politique et des effets de communication. Donc, prudence. Et ma dernière recommandation, peut-être que je peux faire, et je rends la parole à Thomas, vous ne pouvez pas, si vous faites de l'investissement, et si vous êtes là, je pense que c'est le cas, vous ne pouvez pas ne pas suivre l'actualité économique et politique. Sinon, ça veut dire que vous ne tenez pas compte de vos propres investissements, vous ne vous souciez pas de vos propres investissements. Donc, intéressez-vous à tout ça. Quand on parle d'immobilier, on l'a dit, on le voit souvent comme une valeur refuge. La pierre, on l'a souvent mis à part des autres classes d'actifs, autres classes d'investissement. Maintenant qu'on voit ce marché changeant, qu'on voit comment il évolue, est-ce qu'au final, on ne pourrait pas considérer l'immobilier comme n'importe quelle classe d'actifs, comme la bourse, comme les marchés financiers,
Par exemple, Philippe, vous chez Quorum, vous devez gérer et arbitrer un gros parc immobilier. Comment vous gérez vos investissements? Est-ce que vous le voyez comme n'importe quel actif financier ou est-ce que la pierre est vraiment une catégorie bien à part? Je ne dirais pas que c'est comme n'importe quel actif financier, parce que ça reste un immeuble, ça veut dire que c'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose dans lequel on va devoir au bout d'un moment faire des travaux. En revanche, sur la partie, je dirais, valorisation de l'immobilier, ça s'est, oui, énormément financiarisé. À juste titre, puisqu'on regarde aujourd'hui des critères quand on achète un immeuble qu'on ne regardait pas forcément il y a 20 ou 25 ans. Je pense à l'ESG par exemple, mais on va regarder énormément de choses aujourd'hui, comme par exemple la qualité du locataire. Parce que ce qui fait la valeur d'un immeuble, c'est aussi un locataire qui paye le loyer. Si vous avez le bail le plus long du monde, mais que votre locataire ne peut pas payer, c'est problématique. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une certaine volatilité dans l'immobilier. Souvent, on a dit que c'était moins volatile que la bourse ou que les obligations. C'est vrai, mais c'est vrai parce que l'immobilier, c'est sur un temps long. Vous avez une entreprise cotée en bourse qui fait une annonce négative sur ses résultats, l'action va baisser immédiatement. Vous avez un choc de taux, comme ça s'est passé au début de l'année 2022, l'immobilier va mettre du temps à s'ajuster. Pourquoi? Parce que pour que les prix s'ajustent, il faut qu'il y ait des transactions qui sont comparables. Et qu'en France, c'est comme quand vous achetez un appartement, le temps qu'on se mette d'accord sur un prix pour arriver jusqu'à l'achat final du bien, ça va prendre 5-6 mois. Donc le temps est plus long et ça va mettre plus de temps à corriger. Et ensuite, évidemment, c'est très différent selon les pays. J'ai pris l'exemple de la France, mais si on parle du Royaume-Uni, il y a à la fois une culture qui est différente, c'est-à-dire que nos amis anglais vont avoir aucun problème à dire je vais me couper une partie du bras et perdre beaucoup d'argent sur cet immeuble. Avec l'argent que je vais récupérer, je vais moi aussi profiter du moment actuel. Et il y a aussi une grosse différence avec le marché français, c'est que pour acheter un immeuble au Royaume-Uni, ça prend 5 semaines. Donc forcément, les prix vont corriger beaucoup plus vite. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans l'européanisation du marché immobilier. On voit de plus en plus d'acteurs qui vont acheter à l'étranger pour bénéficier aussi de ces différents marchés, puisque finalement, c'est une forme de couverture. Quand vous allez acheter dans un pays, il ne va pas être aligné sur le même cycle que la France ou l'Allemagne, par exemple. Même chose sur les typologies d'immeubles. Quand vous allez acheter du bureau en ce moment, vous aurez un plus gros discount dans le marché actuel que sur le commerce. Mais c'est là que c'est très intéressant. Je prends l'exemple de Quorum. En 2020-2021, nous, on a acheté énormément de commerce et d'hôtellerie au moment où des gens nous disaient c'est terminé le commerce et l'hôtellerie avec le Covid. Nous, on croyait encore dans cette typologie d'immeubles et on voyait qu'il y avait vraiment des baisses de prix très très importantes parce que le marché a tendance, comme le marché action d'ailleurs, à surréagir. Et là, c'est intéressant d'en profiter. Le problème du marché immobilier, c'est qu'il est imparfait. C'est-à-dire que souvent, il y a énormément d'argent quand les prix sont très élevés et que les taux sont très bas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Et en fait, forcément, quand on a beaucoup d'argent, il commence à brûler les doigts et en général, on va acheter très très cher. À l'inverse, c'est dans un marché comme celui actuel, où les prix sont plus faibles, où il y a beaucoup moins de concurrence, qu'avoir de l'argent, c'est très intéressant, parce que là, on peut réaliser vraiment de bonnes affaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, on voit qu'on en revient aux fondamentaux de l'investissement qui s'appliquent aussi sur le marché action, la diversification, le fait qu'il y a des cycles hauts, des cycles bas et qu'il faut savoir se positionner aussi. Il y a des vrais points communs, c'est certain. Après, il faut quand même prendre en compte la dimension travaux, locataires, il y a des différences. Mais il y a vraiment des points communs entre aujourd'hui le marché action ou même le marché obligataire, qu'on connaît bien aussi chez Quorum, et le marché immobilier. Je sais que Thomas Penet, vous aussi, vous avez une vraie approche sur la diversification, mettre ça en avant aussi sur l'immobilier comme n'importe quel actif financier. C'est quelque chose que vous mettez beaucoup en place? Oui, je rejoins ce que tu dis sur la place particulière de l'immobilier, parce que c'est à la fois un actif qui répond à un besoin vital pour l'immobilier résidentiel, qui est se loger. Les commerçants, il faut qu'ils aient leurs murs, les bureaux. Alors même si le Covid est passé par là et le télétravail aujourd'hui a fait chuter le bureau, ça reste encore des actifs qui sont solides. Et à la fois, donc on a cet actif concret, tangible, qui a beaucoup moins de volatilité que les actions, qui est moins sensible à une annonce de Donald Trump qui décide demain de mettre des droits de douane, et puis vous avez directement la crypto et les actions qui se cassent la figure. L'immobilier, on n'a pas du tout la même volatilité. Si vous regardez sur 25 ans, on a 3 fois moins de volatilité que les actions. Ce qui est intéressant en fait dans l'immobilier aujourd'hui, c'est qu'on a à la fois ce côté très, très tangible, et effectivement, cette financiarisation, quand on est investisseur comme les Quorum ou comme les Tantièmes, nous aujourd'hui, quand on achète un actif immobilier, on va acheter des murs d'un Monoprix ou d'une clinique ou d'un restaurant ou que sais-je, on ne va pas regarder finalement le prix en priorité. En fait, on va parler de taux de rendement.
On appelle ça des taux de cap dans le jargon du métier. Et donc, en fait, on compare les produits immobiliers en fonction de leur taux de rendement. Et on a le rendement qui va tomber tous les mois, tous les trimestres, le loyer qui est perçu. Et puis, on a un autre indicateur qui est un indicateur purement financier, qui est le TRI, qui est finalement la rentabilité globale du projet sur l'ensemble de la durée de détention. Donc finalement, c'est quasiment un produit financier. Voire, enfin, on ne détient pas un immeuble, on détient un actif financier. Nous, c'est vrai que chez Tantième, on va un petit peu plus loin encore parce qu'on propose aux investisseurs d'acheter des parts dans les biens. Et donc, ils détiennent des obligations qui sont des titres financiers. Donc, on a vraiment financiarisé l'économie, financiarisé cet immobilier, en proposant aux investisseurs de détenir des titres, fiscalisés d'ailleurs comme des titres financiers. Donc, c'est intéressant vraiment sur l'immobilier, ce qui se passe, c'est qu'on a cette financiarisation du modèle, et puis une réflexion des investisseurs institutionnels aujourd'hui qui est assez différente. Et je rejoins ce que tu disais sur la gestion. Un actif n'a pas la même valeur selon la gestion qui en est faite. Si vous pouvez maximiser la rentabilité sur la gestion, alors que l'immobilier, lui, est exactement le même. On voit que c'est un peu plus complexe du coup que juste la pierre valeur refuge et qu'on peut avoir une vraie approche financière aussi derrière. Simon, je sais que en plus d'être un expert de la fiscalité, tu es toi-même multi-investisseur immobilier. Comment toi, par exemple, personnellement, tu appréhendes et tu gères le risque sur le long terme pour être suffisamment diversifié dans ton patrimoine? Déjà, je m'entoure correctement. Je pense que c'est un point important, même si on a eu des développements plus techniques que ce que je vais faire juste avant. Là, je vais vraiment parler à titre personnel. Moi, sur toute la partie financière, je décide vraiment d'être épaulé. Sur la partie immobilière, pour répondre à ta question de tout à l'heure, moi, je crois dans l'immobilier de manière permanente. Et je l'applique à titre personnel puisque j'investis à titre personnel toujours en ce moment malgré l'augmentation des taux, parce qu'en réalité c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tout est dans les choix qu'on fait d'investissement, les choix d'investissement que vous allez réaliser, et puis tout est dans les calculs qu'on va faire, la structuration qui doit être extrêmement bien choisie, donc est-ce que j'investis en nom propre ou en société, ça c'est pour la partie on va dire acquisition. Et ensuite, c'est des mathématiques. Donc, la fiscalité, je le redis, c'est des mathématiques. On va calculer la fiscalité applicable et on va voir si la rentabilité existe. On va se projeter sur une revente. On parlait d'une revente tout à l'heure à horizon moyen-long terme. On va se projeter sur la revente avec les différents abattements que vous connaissez pour durée de détention. En fait, à l'aide de tous ces outils, finalement, on est capable de se projeter un minimum dans l'avenir avec, c'est vrai, le risque d'une évolution. Alors l'immobilier, il n'est pas super bien traité depuis des années. Vous le savez, l'arrivée du président actuel n'a pas été forcément favorable à l'immobilier en tant que tel, notamment avec le passage de l'ISF à l'IFI. Il a décidé de concentrer la fortune immobilière davantage que la fortune financière. Mais pour autant, encore une fois, si les calculs sont bien faits, si les projets sont bien réalisés, honnêtement, il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte mal d'un investissement immobilier. Bon, c'est un petit retour d'expérience personnelle, mais je pense que ça peut être utile à tous ceux qui nous écoutent. C'est aussi très intéressant parce que je suis sûr que du coup dans la salle il y a pas mal de personnes qui sont eux-mêmes investisseurs immobiliers ou peut-être qui envisagent d'investir dans l'immobilier en 2026 d'une façon ou d'une autre, que ce soit en direct. À toutes ces personnes qui se demandent quelle est la meilleure approche en immobilier, quels conseils vous leur donneriez chacun sur comment appréhender l'immobilier en 2026 et comment gérer les risques dans leur stratégie? Philippe, si tu veux commencer. Alors déjà, je pense qu'une chose qui est très importante, c'est la forme dans laquelle on veut investir. Si on veut investir en direct, si on veut investir via une société. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. On parlait les SCPI, le crowdfunding, il y a plein de possibilités. Et il faut choisir ce qui correspond. Il y a des gens qui ont envie de gérer de l'immobilier en direct parce que acheter des appartements, des commerces, c'est intéressant, c'est stimulant. On a envie de toucher à la chose de près, de connaître son locataire. Ça vient aussi avec quelques ennuis, parce que du coup, quand vous avez une relation directe avec le locataire, il vous appelle quand il y a un problème. C'est à ce problème-là que répondent par exemple les SCPI, où là pour le coup, vous allez avoir un gérant qui va gérer pour vous et vous allez juste percevoir les loyers sous forme de dividendes. Et donc en fait, selon la structuration qu'on choisit, il faut faire son choix. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose déjà, puisqu'on parle de 2026, c'est que le timing, moi je pense qu'il est bon, il est même très bon. Il vaut mieux investir quand le marché est bas, quand le cycle est bas, et là on est clairement dedans. On a des taux à 3,5%, on vient d'un environnement de taux à moins de 1%, et on vit peut-être les 12 à 18 derniers mois
dans lesquels les taux seront aussi élevés, puisqu'à un moment, il va falloir relancer l'économie. La Banque centrale européenne a clairement laissé entendre qu'elle avait peut-être encore un peu de marge pour baisser ses taux de dépôt, qui sont déjà à 2%. Hein. On a des taux en France plus élevés à cause de la situation politique actuelle, mais on aura un OAT qui pourrait rebaisser si la situation se stabilisait. Donc le momentum est bon, et pour moi, c'est déjà la chose la plus importante en immobilier. Et c'est contre-intuitif parce qu'effectivement, les taux sont plus élevés, donc les remboursements les mensualités vont être plus élevées si on s'endette pour acheter, mais ça va aussi se refléter sur le prix. Et un taux d'intérêt, ça peut se renégocier dans 2 ans, dans 3 ans, quand les taux changent, le prix, il va être figé. Et un prix figé pour 20 ans, 25 ans, selon la durée de détention, c'est la chose la plus importante. Parce qu'en immobilier, si on rentre bien, en général, on gagnera de l'argent. En revanche, si on rentre mal, c'est-à-dire que si le prix d'acquisition est trop élevé, ce sera très difficile, même avec une gestion très active, très bonne, de récupérer de la valeur. Donc ça, c'est la première chose. Le timing est bon, donc je pense que c'est un bon moment pour acheter. Ensuite, sur la structuration, c'est ce que j'évoquais. Si on veut y aller en direct, moi je le comprends très bien, je le suis à titre personnel et c'est assez amusant. Il faut juste avoir en tête les contraintes. Et si on choisit d'investir via un autre support, comme la SCPI par exemple, là le choix, il doit avant tout se porter sur le gérant. Parce qu'en fait, ce qu'on achète, c'est évidemment une performance et on va regarder les performances et elles sont très importantes. On a tous des attentes différentes de performance quand on investit, de rendement. Mais ce qu'on achète, c'est un gérant parce qu'on va payer des frais qui sont parfois importants, on va investir sur un temps long, donc en fait c'est comme un mariage, on va se marier avec un gérant et il faut lui faire confiance. Et donc il faut regarder ce qu'on appelle le track record, c'est-à-dire l'expérience du gérant dans la durée pour délivrer la performance qu'il a promis. Et ça c'est vraiment, selon moi, la chose la plus importante. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce choix-là, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est comme le loto, il n'y a que les gagnants ont tous joué. Le passage à l'action, c'est souvent primordial aussi. C'est bien de réfléchir, mais à un moment, il faut aussi y aller. Thomas, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'immobilier en 2026, sous quelque forme que ce soit? Alors, je rejoins Effectivement, il y a des personnes qui souhaitent investir en propre et ça permet d'avoir de l'effet de levier notamment, donc c'est intéressant. J'aimerais bien savoir ceux qui ont... Alors, je suis également investisseur à titre particulier en propre, mais j'aimerais bien savoir ceux qui ont investi dans la salle s'ils n'ont pas pris quelques cheveux blancs, soit la gestion de leur appartement, Airbnb ou mur de commerce, parce que c'est un métier, parce que ça prend du temps, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, etc. Donc le point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit avec les SCPI dont on parle ou l'immobilier fractionné tel qu'on le fait, le monde a changé en fait. On a quand même des outils aujourd'hui qui permettent d'éviter de faire ce qu'on a fait ces dernières années, qui était de se dire je fais all-in entre guillemets sur un appartement. C'est-à-dire que je me dis que, je sais pas moi, Saint-Denis est une ville qui va exploser. J'achète un appartement et je vais voir mon banquier, j'emprunte 200 000 euros pour acheter cet appartement à Saint-Denis et je croise les doigts pour ne pas avoir fait le mauvais choix. C'était ce qu'on faisait finalement. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une possibilité de faire quelque chose qui est la base du conseil en investissement, c'est de diversifier son risque. Et donc, on le diversifie avec des parts de SCPI, de l'immobilier fractionné, du crowdfunding, il y a plein de choses. Mais le conseil que je donnerais, c'est déjà de démarrer par cela et de faire confiance évidemment à l'équipe, c'est évident. Et je te rejoins, je pense qu'on est sur un bon moment de marché. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, la correction des taux, enfin les taux ne vont plus monter. Et on a eu un repricing sur le résidentiel qui est intéressant. Et donc, on va potentiellement maintenant repartir sur un bon cycle. Donc voilà, donc conseil, c'est diversification. Et deuxième chose, comprendre ce qu'on achète. Moi, j'ai toujours été fasciné par beaucoup de personnes qui faisaient de la défiscalisation. Et à nouveau, je le connais bien le sujet parce que j'étais promoteur. Beaucoup de personnes achetaient une promesse de défiscalisation sans comprendre réellement ce qu'elles achetaient. Et aujourd'hui, on a la possibilité de comprendre ce qu'on achète. On a la possibilité d'être en direct sur des plateformes, sur des sites internet, et donc d'avoir accès à une documentation transparence. Et nous, ce que nous disent les investisseurs, c'est qu'ils veulent de la transparence. Et c'est ça qu'aujourd'hui, et on le voit, tout le marché va vers plus de transparence, et ce qui est très bien. Donc voilà, essayez de comprendre ce que vous achetez, comprendre le rendement, comprendre quelles sont la différence entre un rendement brut, un rendement net, quels sont les frais, etc. Enfin, c'est pas toujours évident, mais prendre le temps de comprendre ce qu'on achète.
comprendre permettra aussi d'avoir les reins plus solides quand ça ira mal, parce qu'on comprendra ce sur quoi on investit et on aura confiance dans notre stratégie. Simon, sur l'aspect fiscal principalement, sur 2026, un investisseur qui voudrait se lancer, quel conseil tu pourrais lui donner? On va essayer de faire du très concret, du très pratique. Quand on décide de se lancer dans l'immobilier ou quand on décide d'investir dans l'immobilier tout court, on a le choix de faire de l'investissement en nom propre ou en société. Donc, je vais essayer de vous donner 2-3 aspects de réflexion sur les 2 cas de figure. Comme ça, vous aurez au moins peut-être les bons raisonnements et les bons réflexes. D'abord, on décide plutôt d'investir en nom propre lorsqu'on est dans une logique dans laquelle on recherche un complément de revenus, lorsqu'on va essayer de chercher de la rentabilité et lorsqu'on va accepter, avec la fiscalité qui est aujourd'hui en train d'être examinée, lorsqu'il faut être dans l'acceptation qu'on va avoir une fiscalité personnelle complémentaire également. C'est-à-dire que nos impôts à titre personnel risquent d'augmenter. Ça ne veut pas dire qu'on ne les prend pas en compte dans nos calculs, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de rentabilité, ça veut juste dire qu'il faut accepter que si j'investis en nom propre dans les prochaines années, avec l'évolution du régime LMNP, avec peut-être l'alignement de la location nue et de la location meublée, il y a des chances que tous les mois, je sois obligé de faire un effort fiscal. Ça, c'est quand je vais investir en nom propre, je vais devoir faire un effort fiscal chaque mois, chaque année. Si j'investis en société, ça va être plutôt la logique inverse. En société, quand je dis société, je fais un petit raccourci, désolé, mais je parle de SCI à l'IS ou de société à l'IS, d'accord? Parce qu'à l'IR, on rentre dans la même logique que le nom propre. Donc si j'investis avec une société à l'IS, je vais être dans une logique un peu inversée. C'est-à-dire que je ne vais jamais ressentir la fiscalité à titre personnel. Tout se passe dans ma société, je ne ressens rien à titre personnel. La conséquence, dans les 2 hypothèses, c'est la suivante. Lorsque je suis en société, je ne ressens rien à titre personnel pendant toute la période de location. Je ne ressens rien, ça se passe dans la société, pas d'impact sur mon foyer, pas d'impact sur mes revenus personnels, sur mon imposition personnelle. Par contre, le jour où je revends, ça pique fort. Le jour où je revends, ça pique fort puisque la fiscalité sera la suivante. Si je garde mon bien que j'avais acheté 200 000 euros, que je le garde pendant 20 ans et que je le revends 250 000 euros, ma plus-value sera égale au prix de vente. Ça veut dire que sur les 250 000, je payerai l'impôt sur les sociétés, qui est de 25%, enfin aujourd'hui de 25%, demain on ne sait pas. Et si je veux récupérer l'argent, le sortir de la société, je dois rajouter aujourd'hui une flat tax de 30%. Vous avez compris, on parle aussi d'aujourd'hui. Ça veut dire que sur 250 000, il me restera un peu moins de la moitié. En revanche, en nom propre, j'aurais fait un effort fiscal chaque année, j'aurais fait un effort fiscal tous les mois. Par contre, dans 20 ou 30 ans, vous le savez certainement, il y a ce qu'on appelle un barème avec des abattements pour durée de détention. Je pense que ça vous parle. Et donc, le temps va jouer en ma faveur. Donc, vous voyez, c'est un peu cette opposition de dire, OK, en nom propre, je dois faire un effort fiscal tous les mois, mais sur du long terme, ma fiscalité sur la plus-value sera plus intéressante. En société, c'est la logique inverse, c'est de se dire, je ne ressentirai rien tous les mois, je ne ressentirai rien tous les ans. Par contre, le jour où je vais vendre, ça va piquer fort. Comme je dis toujours, choisir, c'est renoncer. Ça nous permet d'avoir une vision très complémentaire du marché et de l'avenir de l'immobilier en 2026. Je vois qu'il va rester un peu plus de 2 minutes. On va peut-être en profiter pour prendre quelques questions. S'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas et on pourra y répondre. Je sais pas, je vois pas trop s'il y a des questions. Ouais, je vois qu'il y en a une ici au milieu. On va amener un micro, je pense. Bonjour, j'ai une petite question puisque je suis cliente Quorum depuis un petit moment. Et en effet, merci parce que c'est quelque chose où moi j'avais de l'immobilier en fixe et c'est beaucoup de tracas. Et pas enfin voilà, il faut jouer le jeu et c'est trop de temps, trop d'investissement me concernant. Et là où je voulais en venir sur la fiscalité, Quorum propose maintenant des assurances vie où on peut loger les SCPI justement. Oui, ok. tout à fait. On est assureur vie depuis 2020 maintenant, avec des contrats en unité de compte, dans lesquels il y a des profils immobiliers avec de la SCPI, pas seulement, avec des fonds obligataires, avec maintenant même des ETF. C'est assez diversifié, puisqu'on croit beaucoup à la diversification chez Quorum, vous l'aurez compris, c'est très important pour nous. Mais oui, tout à fait, c'est le cas. On est assureur vie, on est même devenu un gros assureur vie aujourd'hui, parce qu'on a plus de 700 millions aujourd'hui d'encours en assurance vie. Ok, ben merci pour l'info, parce que du coup, je vais profiter de la fiscalité, comme on disait tout à l'heure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a plusieurs. Bonjour, alors déjà merci. Et qu'est-ce que vous direz à un investisseur de 20 ans pour commencer l'immobilier?
avec votre expérience que vous avez? Bon. Bah, alors, à 20 ans, évidemment, on a un peu moins de revenus qu'à 30 ou à 40 ou à 60. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est d'essayer avec des petits tickets. En fait, aujourd'hui, les sociétés comme les nôtres en fait, proposent d'investir dès 100 € et d'acheter des parts dans l'immobilier. Quorum, je crois, vous avez aussi des prix de parts qui ont, 200 sont, euros. voilà, qui ont baissé. 200 Donc aujourd'hui, moi, le conseil que je donnerais, c'est de commencer, de voir, de toucher, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, de voir qu'il y a des rendements qui tombent tous les mois, donc une part des revenus locatifs. L'intérêt, c'est que ça vous permet d'accéder à des choses auxquelles on ne pourrait pas accéder en tant que particulier. C'est-à-dire que acheter je parlais tout à l'heure de murs de commerce ou des immeubles entiers ou des plateaux de bureaux, de la logistique, enfin, des produits comme ça, des produits immobiliers qui ont souvent des rendements plus intéressants et pour un risque plus mesuré, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc le conseil que je donnerais, c'est de tester sur ce type de plateforme ou de SCPI qui vous permettent de comprendre comment fonctionne l'immobilier et notamment l'immobilier professionnel. De façon plus générale, je pense que si je devais donner un conseil à quelqu'un de 20 ans qui veut se lancer, et puis ça s'applique à tout type d'investissement, pas seulement l'immobilier, il y a 2 points qui me semblent essentiels. Le premier, c'est la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est très important. Il peut y avoir des crises sur différents marchés à différents moments, et en fait, être diversifié, ça va vous permettre d'être couvert en fait, d'une certaine façon, puisque quand une typologie d'actifs va avoir un moment compliqué, vous allez en avoir une autre qui va peut-être monter, et donc ça se compense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il ne faut pas avoir peur parfois de sortir des sentiers battus. Il y a souvent un vrai consensus dans l'immobilier, dans la finance, où tout le monde veut la même chose au même moment. En général, quand tout le monde veut acheter la même chose au même moment, il faut être très très vigilant, il faut même plutôt sortir, vendre et regarder ailleurs. Il y a un effet moutonnier très important où les gens veulent la même chose. Là, par exemple, il y a de l'immobilier logistique en ce moment que tout le monde s'arrache. Les prix sont très très élevés. C'est comme ça qu'on crée des bulles. C'est vrai dans l'immobilier aujourd'hui, ça a été vrai dans les actions à un moment, dans les obligations sur certaines entreprises. On est des machines à créer des bulles. Et donc c'est très intéressant parfois de faire un pas de côté et de regarder justement ce qui intéresse un peu moins les gens. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut oser et parfois c'est très payant. Voilà. Bon, si je peux me permettre juste un petit complément, je pense que c'est extrêmement important pour vous tous également de vous interroger sur votre personnalité dans l'investissement. On a tendance à parler de l'investissement lui-même. Je pense que c'est l'investisseur le centre du jeu. Moi, comme je dis toujours, j'ai 2 types de clients et je vais faire exprès d'être très cliché sur ce que je vais faire, mais c'est important. Souvent, j'ai soit le client qui est plutôt le gars qui a fait des longues études ou qui est en train de faire des études, c'est peut-être votre cas, et généralement, beaucoup de prudence, besoin d'être rassuré, commencer par un petit investissement où on a une sécurité absolue, c'est-à-dire qu'on se dit je vais avoir un crédit de 400 € par mois, j'ai besoin d'avoir 400 € par mois devant moi pour pouvoir faire l'investissement. Donc souvent c'est le profil de celui qui fait des études, souvent je le sais que certains se reconnaîtront là-dedans, une prudence extrême. Et vous avez le deuxième profil, c'est plutôt ceux qui n'ont pas forcément fait d'études, qui sont plutôt tête brûlée, qui foncent. Et il faut être capable d'écouter l'investisseur qu'on est également, la personne qu'on est, sans forcément suivre ce qui se fait autour de nous. C'est un petit peu ce que vous disiez. C'est important d'identifier qui on est dans l'investissement. Et il n'y a pas de bon et de mauvais profil, hein, j'insiste, vous avez compris. Hein. Moi, je fais partie de la première catégorie et je l'assume. J'ai fait des études longues et j'ai été ultra prudent dans mes premiers investissements, mais ça faisait partie de ma personnalité. Donc je pense que c'est important de ne pas vous dégoûter par une mauvaise décision et surtout de vraiment de vous écouter en tant que personne pour faire les choix que vous allez faire. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre une dernière question. Une dernière ? Oui. Ok, on peut même en prendre une ou 2 dernières, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Oui, bonjour. Merci en tout cas pour la présentation. J'aurais 2 questions en une question. Donc la première question, on a parlé du coup de c'était le bon moment avec des taux plutôt élevés, des prix plutôt bas, une tendance avec le taux de la BPCE qui va descendre. Si on se projette sur 5-10 ans, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du coup d'autres opportunités et d'autres bons moments sur 2028, 2029, 2030, 2035, où vous avez déjà des perspectives du coup sur ces années-là?
Et la deuxième question, sur le secteur, donc on a parlé du coup de la bulle logistique. Est-ce que vous avez du coup des secteurs que vous recommandez pareil sur tout de suite, dans 5 ans et dans 10 ans? Alors, je vais répondre très rapidement pour te laisser la parole aussi. Mais alors, je pense que celui qui vous dit comment sera le marché dans 3 ans, bon, voilà, boule de cristal, on va dire. Ouais. Non, je pense qu'on est. Enfin, moi, je suis incapable d'y répondre et je pense que c'est le cas pour mes collègues. Non, après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des classes d'actifs qui fonctionnent, entre guillemets, qui ont du sens. C'est-à-dire qu'investir dans la santé aujourd'hui, investir dans le marché des seniors, investir dans le centre des grandes villes où on voit qu'il y a une concentration de plus en plus forte, acheter du résidentiel ou des murs de commerce dans les grandes villes. Nous, en tout cas, c'est notre thèse d'investissement chez Tantième. On pense que, quelle que soit l'évolution de la France dans les prochaines années, ça restera très, très résilient. Sur la logistique, effectivement, on est peut-être aujourd'hui dans une bulle. Moi, mon ancienne société Altarea investit massivement dans de la data, par exemple, voilà, des centres de data. On sait très bien que on va avoir des besoins très très forts. Donc, oui, il existe aujourd'hui des classes d'actifs qui sont plus intéressantes que d'autres. Moi, je reste persuadé qu'investir dans le centre des très grandes villes françaises, ça reste aujourd'hui l'assurance à la fois d'une valeur refuge et d'une plus-value potentielle ensuite. Alors, je suis tout à fait d'accord c'est surtout dans le contexte politique et géopolitique dans lequel on évolue actuellement, qui a énormément d'impact sur l'économie. C'est impossible aujourd'hui de vous dire 2028, 2030, 2035, ou alors celui qui arrive est vraiment très très malin, beaucoup plus que moi. Ce que je peux vous dire, c'est que en revanche, on peut identifier des tendances avec, c'est ce qu'on se disait, des bulles, et à l'inverse des surréactions de marché. Et en fait, la plupart du temps, ça va juste être du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre acheter et j'ai rien contre l'immobilier ou le logistique, on en a beaucoup acheté entre 2015 et 2018, on en a encore beaucoup dans notre patrimoine, mais à ce moment-là, c'était un peu le parent pauvre de l'immobilier, limite, on se moquait presque de nous parce qu'on en avait. Et on en a beaucoup vendu ces 2 dernières années du coup, parce que tout le monde en voulait. Aujourd'hui, entre acheter un bâtiment de tôle sur lequel je sais que je vais avoir des travaux très importants à faire tous les 5 ans parce qu'il y a des normes très importantes qui évoluent sur l'immobilier logistique, sur un taux de rendement de 4 à 5%, comme c'est le cas de la logistique aujourd'hui, ou aller acheter du commerce en centre-ville à 6,5 ou 7%, ou du bureau à 8%, mon choix, personnellement, et c'est une conviction que peut-être des gens ne partageront pas, il va être assez rapide et je vais plutôt me porter sur le commerce ou le bureau, ou l'hôtellerie par exemple. Mais c'est une tendance à un instant T, et c'est ce qu'il faut retenir de l'immobilier et de l'investissement, c'est que la photo peut changer très vite. On prend l'exemple de l'immobilier de santé. La santé, il y a eu une énorme mode en 2020, ça coûtait très très cher à un moment, avec le Covid notamment, et puis ensuite il y a eu l'affaire Orpea, et pendant 6 mois, il y avait la possibilité de l'acheter de la santé à des prix extrêmement intéressants, parce que tout le monde était sorti au même moment. Voilà, il y aura toujours des opportunités de marché, l'important c'est d'avoir la capacité de les saisir, d'être réactif, d'avoir de l'argent, et c'est des tendances qui durent pas forcément, c'est des cycles de parfois 3, 4, 5, 6 ans. Il faut être capable d'essayer de les anticiper, de prendre son risque même si on est un peu à contre-courant du marché. Et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Jusqu'ici, ça nous a plutôt bien réussi. On va pouvoir prendre une dernière question, si on a une quelque part. Ok. Bonjour, la question que j'ai, c'est autour de la fiscalité quand vous investissez sur les marchés, notamment US. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Est-ce qu'avec un dollar plutôt faible, c'est pas le moment d'y aller ou pas? Voilà. Mais en nom propre, je pensais pas forcément à travers une SCPI. Donc du coup, si je comprends bien, tu aimerais investir aux États-Unis, quoi. Je m'interroge. D'accord. Alors, moi, je suis plutôt... je fais exprès de faire une réponse tranchée, mais je ne suis pas aussi tranché que ce que je vais paraître. Je suis plutôt anti-investissement à l'étranger. Pour 2 raisons essentielles. Conviction personnelle, d'abord, effet de levier qu'on n'a pas. Tu ne trouveras pas de banque qui te financera pour l'étranger. Moi, j'ai peut-être 4 clients qui sont suivis sur des investissements à l'étranger. Et c'est des clients d'un patrimoine conséquent avec énormément de garanties, etc. Donc, je pense que ce ne sera pas possible d'être financé. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tu vas investir dans un endroit où tu maîtrises forcément moins bien les aspects juridiques et fiscaux que si tu étais en France. Moi, à partir de là, l'investissement à l'étranger, et vous le savez pour tous ceux qui me suivent, j'ai accompagné énormément de gens qui investissent dans quasiment tous les pays du monde.
Et franchement, je me suis jamais dit « ouais, j'aurais vraiment trop dû le faire ». J'ai jamais eu cette conclusion-là après plusieurs années. Je pense que vous le savez tous, autour de moi, j'ai eu des clients qui ont investi dans quasiment tous les pays à la mode dans l'investissement immobilier. Et je me suis jamais dit que j'aurais vraiment dû rentrer parce que les conséquences à chaque fois c'est des surprises en fait. Je prends l'exemple, je sais pas moi, de l'Indonésie avec Bali. Donc il y a la réglementation que tu lis et puis il y a la sortie quand tu vends, l'impôt sur la plus-value c'était 10% et puis finalement c'est 10% du prix de vente l'impôt, c'est plus 10% de la plus-value. Ça a changé entre-temps, mais ça a changé, mais c'est pas dans les textes. Pareil dans des pays où on découvre des choses, ça c'est petite anecdote personnelle, attention s'il y en a qui ont des projets au Costa Rica, je prends cet exemple pour le petit clin d'œil, mais avec le Costa Rica, on n'a pas de convention fiscale. Donc quand on n'a pas de convention fiscale avec un pays, vous connaissez la conséquence, j'imagine, double imposition, là-bas et ici, puisqu'on n'a pas de convention fiscale. Donc vous voyez, tous ces éléments font que l'investissement aux États-Unis, alors encore une fois, si tu me présentes un projet, tu me dis, écoute, là je rentre la semaine prochaine et dans un an je vends avec 150 000 de plus-value, je te dis, bon bah, vas-y, fonce, hein. Mais si tu es dans une logique de te dire je diversifie parce que j'ai un peu peur de la France, etc., moi je te conseille de quand même rester en France. Voilà, c'est une conviction personnelle. Pour avoir investi 9 milliards d'euros à l'étranger sur les 12 dernières années, je rejoins complètement ce que dit Simon. Jamais aller à l'étranger en nom propre, seul. Pour une raison qui est simple, hein, c'est que je prends notre exemple. Quand on investit à l'étranger en termes de recherche, de coûts d'avocat, de fiscalité, etc., c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'euros avant d'être sûr de ce qu'on va pouvoir faire. Et on le fait via une société qui est une société civile de placement immobilier qui est faite pour ça, qui est structurée pour le faire. En nom propre, c'est très compliqué. Et surtout, on le fait parce qu'on a des bureaux locaux et des équipes locales avec des spécialistes du marché. Donc ça, c'est vraiment très très important. Je pense que pour le coup, si on veut s'aventurer à l'étranger, là, il faut, dans 100% des cas, passer par un gérant qui a des équipes locales et un vrai savoir-faire. Ça me semble vraiment très important. Après, il y a toujours une exception à la règle. Hein. C'est-à-dire que là, on fait une réponse générale qui est une conviction aussi, mais il y a toujours une exception à la règle. Hein, bien sûr. Voilà, hein. Celui qui a acheté au Portugal, dans le centre de Lisbonne, en 2013-2014, je vous garantis qu'il a gagné de l'argent aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Oui, mais il a été sur place. Parce que tu vois, à un moment, l'immobilier, ça reste quand même un investissement où tu as besoin d'être présent. Enfin, je veux dire, hein, tu peux pas acheter de l'immobilier et espérer que le gérant fasse correctement son boulot parce que ça marche jamais. Ça marche jamais comme ça. Et puis franchement, on a besoin de tes fonds pour faire tourner l'économie française là. Donc, On va clôturer sur ces beaux mots et on va laisser la parole pour la dernière conférence de la journée. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous.